La nuit du 17 septembre 1902, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité se tenait sur l'herbe mouillée en pyjama et regardait brûler son empire. Ce n'était pas un krach boursier. Ce n'était pas une révolution. C'était un feu dévorant les poutres en bois de sa maison préférée à Pocantico Hills. John Davison Rockefeller, dont la fortune dépassait à ce moment-là 200 millions de dollars, une somme inimaginable pour le début du XXe siècle, était impuissant. Ses gardes du corps, ses millions, sa monopolie Standard Oil contrôlant 90% du pétrole américain, ne pouvaient arrêter les flammes qui, par un ironique coup du sort, avaient commencé non pas à cause du pétrole, mais d'une étincelle électrique nouvelle et à la mode. Pourquoi l'histoire a-t-elle oublié cet incendie? Pourquoi se souvient-on des palais des Vanderbilt, mais sait-on presque rien de ce qui se dressait sur les collines au nord de New York avant l'apparition de la célèbre forteresse de pierre? La réponse réside dans la psychologie de l'homme qui était à la fois le titan le plus haï et le plus solitaire de son époque. Cette nuit-là, quand le toit de la maison Parsons Wentworth s'effondra, Rockefeller avait 63 ans. Il n'était plus le prédateur s'emparant des raffineries de Cleveland. C'était un homme fatigué, souffrant d'alopécie, une maladie qui l'avait privé de tous les poils de son corps, y compris les sourcils, ce qui donnait à son visage une expression masquée et effrayante. Les journaux le dépeignaient comme un monstre, une pieuvre étouffant ses concurrents. Mais ici, parmi les collines de Tarrytown, il n'était qu'un vieil homme qui voulait du silence. Cet incendie fut un tournant. Il détruisit non seulement du bois et des meubles, il détruisit l'illusion qu'un homme le plus riche pouvait vivre une vie simple. Le feu prouva « Tu ne peux pas te cacher derrière la modestie si tu possèdes la moitié du monde ». Le paradoxe de la situation était que Rockefeller connaissait les problèmes de câblage. On lui avait rapporté que les fils dans la vieille maison, achetée 9 ans auparavant, étaient posés de manière défectueuse. Les ouvriers devaient venir le lendemain matin pour tout réparer. Mais le destin semble avoir son propre sens de l'humour. Rockefeller, l'homme qui avait bâti son empire sur un calcul précis, sur le contrôle de chaque goutte de pétrole et de chaque sang, perdit sa maison à cause d'un délai de 24 heures. Quand la fumée se dissipa, les dommages furent évalués à seulement 40 000 $. Une somme ridicule pour lui, moins que ce qu'il gagnait en 1 heure. Mais la perte n'était pas financière. C'était un coup à son refuge. La famille déménagea temporairement dans la maison voisine, Kent House. Mais la question resta en suspens. Et ensuite? Rockefeller aîné, fidèle à ses habitudes baptistes ascétiques, voulait construire quelque chose de simple. Peut-être en bois à nouveau. Simplement un porche confortable où il pourrait s'asseoir et regarder l'Hudson. Mais un autre personnage entra en jeu. Son fils, John Davison Rockefeller Jr. Jr. comprenait ce que le père ne voulait pas admettre. La dynastie avait besoin d'un monument. Il leur fallait non pas simplement une maison, mais une forteresse, un lieu qui ne brûlerait jamais, un lieu qui dirait au monde « Nous sommes ici pour toujours ». C'est à ce moment précis, sur les cendres de 1902, que naquit le projet qui deviendrait la construction la plus complexe, la plus coûteuse et la plus psychologiquement éprouvante de l'histoire de la famille. Ce n'est pas l'histoire de la construction d'un palais pour des bals. Les Rockefeller ne dansaient pas. C'est l'histoire de la façon dont la peur de perdre le contrôle poussa un milliardaire modeste à créer un labyrinthe de pierre censé le protéger du monde, mais qui devint finalement sa cage dorée. Aucun d'eux ne savait alors que la construction de la nouvelle maison, qui serait appelée Kaituit, s'étirerait sur une décennie, mettrait le père en conflit avec les meilleurs architectes de l'époque et exigerait la démolition d'un bâtiment déjà construit parce qu'il se révélerait insuffisamment parfait. L'incendie n'était que le début. Le vrai drame
se déroula quand la première pierre de la fondation toucha le sol. Pour comprendre pourquoi la construction de la nouvelle maison sur les cendres se transforma en un duel psychologique de 10 ans, il faut regarder non pas les plans architecturaux, mais un petit carnet usé à la couverture rouge que John Davison Rockefeller conservait comme une relique. Il l'appelait « Livre A ». Dans ce grand livre de comptes, commencé à 18 ans, le futur milliardaire notait chaque centime dépensé. Achat de vêtements, paiement pour le lavage, dons à l'église, tout était comptabilisé. Cette habitude ne disparut pas quand sa fortune dépassa les budgets des États européens. Rockefeller n'était pas simplement riche. Il était obsédé par le contrôle et l'économie, dont les racines remontaient à une enfance pauvre, à Richford, dans l'État de New York. Son père, William Big Bill Rockefeller, était un colporteur itinérant de douteux élixirs et un bigame qui enseignait à ses fils à échanger les assiettes pour toujours rester gagnant. Sa mère, Eliza, était une baptiste stricte qui enseignait que le gaspillage capricieux mène à une misère pitoyable. Cette dualité, la poigne prédatrice du père et l'ascétisme puritain de la mère, forma la vision du monde de Rockefeller. Il croyait sincèrement à la phrase qu'il répétait souvent « Dieu m'a donné cet argent ». Et si l'argent était donné par Dieu, alors il n'en était pas le propriétaire, mais le gestionnaire. Dépenser cet argent en toilettes en or ou en escalier en marbre, comme le faisaient les parvenus de Newport, n'était pour lui pas simplement de mauvais goût, mais un péché. C'est précisément pourquoi il choisit Pocantico Hills. Tandis que les Astor et les Vanderbilt construisaient des palais sur les rives de l'océan pour voir et être vus, Rockefeller, en 1893, commença à acquérir des terrains sur les hautes collines au-dessus de l'Hudson pour se cacher. Il lui fallait des paysages, pas des balles. Il achetait des parcelles à ses voisins, déplaçait les routes, plantait des milliers d'arbres, créant son Éden personnel, isolé du monde, qui le haïssait par de hautes clôtures et de forêts denses. C'est ici qu'entre en jeu le conflit social qui déchirait la famille de l'intérieur. Rockefeller aîné avait déjà vaincu tous ses concurrents en affaires. Il avait anéanti les petits raffineurs de pétrole, créé le trust Standard Oil et était devenu l'homme le plus puissant d'Amérique. Mais il perdait la bataille de l'opinion publique. Les journaux l'appelaient « le diable ». Et c'est ici que son fils, John Rockefeller Jr., l'unique héritier mâle, entre en scène. Junior, élevé dans la même rigueur, il portait les robes de ses sœurs jusqu'à 8 ans, comprenait ce que le père ne voyait pas. Pour laver le nom de la famille, il fallait jouer selon les règles de l'élite. La modestie du milliardaire était perçue par le public non comme une vertu, mais comme l'avarice d'un Scrooge. Quand la vieille maison brûla, Junior y vit une chance. Le père voulait construire sur le site de l'incendie un autre modeste cottage en bois, peut-être un peu plus grand que l'ancien, avec une véranda pour observer la rivière. Le fils, lui, comprenait. Ils avaient besoin d'une résidence qui légitimerait leur statut. Pas un luxe criard comme chez les Vanderbilt, mais une grandeur retenue et froide, rappelant les domaines anglais ou les villas romaines. C'était la lutte de deux philosophies, celle du XIXe siècle qui s'en va avec son éthique protestante du travail, et celle du XXe siècle qui arrive avec son culte de l'image et du PR. Junior agissait avec prudence. Il savait qu'une attaque frontale sur l'économie du père échouerait. Donc il entama un jeu complexe, proposant des projets qui paraissaient modestes sur le papier, mais qui en réalité exigeaient des solutions d'ingénierie colossales. Le site pour la nouvelle maison fut choisi parfaitement. Le point le plus élevé du domaine, la colline Kikwit, qui en dialecte hollandais signifiait « belvédère ». D'ici s'ouvrait une vue sur 40 km à la ronde.
Mais pour construire une maison ici, il fallait amener l'eau, l'électricité et les routes au sommet de la falaise. C'était une tâche pour des stratèges, pas pour de simples menuisiers. Rockefeller aîné, fatigué et malade, accepta de confier la construction à son fils, sans se douter qu'il s'engageait dans un projet qui deviendrait un test de leur relation et de son portefeuille. Il pensait construire un refuge pour sa vieillesse, tandis que le fils commençait à ériger un monument destiné à leur survivre à tous. Junior comprenait qu'il ne pourrait pas convaincre son père seul, habitué à compter chaque allumette. Il lui fallait un allié d'un autre monde, capable d'apporter une note de véritable élégance dans l'univers austère de l'ascétisme baptiste. Ce catalyseur fut sa femme, Abby Aldrich. Leur mariage en 1901 n'était pas simplement l'union de deux cœurs, mais une fusion stratégique de deux civilisations polaires. Les Rockefeller représentaient l'argent neuf, brut, gagné avec le pétrole et la sueur, lié par la morale puritaine. Les Aldrich, dirigés par le puissant sénateur Nelson Aldrich, incarnaient l'élite politique, le bel art et l'élégance mondaine raffinée. Abby, élevée parmi des collections de tableaux et des réceptions diplomatiques, possédait ce goût qui manquait cruellement aux hommes Rockefeller. Elle instillait doucement mais fermement à son mari l'idée révolutionnaire. La maison devait être non seulement un abri contre la pluie, mais une déclaration culturelle. Ce fut grâce à l'influence invisible d'Abby que le choix des architectes se porta sur la jeune mais ambitieuse firme Delano & Aldrich. Chester Aldrich était un parent éloigné d'Abby, ce qui créait l'illusion d'un contrat familial, mais en réalité, c'était un calcul subtil. Junior engagea des gens qui parlaient le langage du bel art, mais savaient établir des devis. L'argument principal pour le père obstiné fut la sécurité. La pierre ne brûle pas, père. Cet argument était irréfutable après les cendres de 1902. Ainsi, sous couvert de pragmatisme et de peur du feu, commença la réalisation du projet qui allait renverser la notion de modestie. En 1906, la colline tranquille de Kaikut se transforma en un vaste et bruyant chantier. C'était un spectacle surréaliste, au milieu d'une forêt dense où l'on n'entendait auparavant que le chant des oiseaux. Des murs gris, stricts et froids, se mirent soudain à pousser. Ce n'était pas un palais européen rococo avec de la dorure, comme le construisaient les concurrents. C'était, en substance, un bunker fortifié, sculpté en villa classique. Le granit était extrait sur place, dans le domaine, en faisant exploser la roche avec de la dynamite, ce qui permettait d'économiser sur la logistique. Le seul fait qui réchauffait vraiment l'âme de Rockefeller aîné. Mais il ne remarquait pas le sous-texte principal. Chaque pierre était posée de manière à créer une atmosphère d'éternité absolue et écrasante. Junior ne construisait pas une simple maison de campagne. Il construisait un temple dynastique. L'ancien rencontrait le nouveau. La pierre américaine brute et lourde était travaillée selon les canons élégants d'un domaine anglais. La fusion des mondes avait commencé, mais aucun des participants, y compris les architectes, ne se doutait encore que cette première version compromise de la maison deviendrait une erreur d'ingénierie monumentale qu'il faudrait bientôt corriger non pas avec le pinceau d'un décorateur, mais avec des marteaux-piqueurs. Jusqu'en 1913, quand les échafaudages disparurent enfin du sommet de la colline Kaikut, le monde découvrit non pas simplement une maison, mais un psaume architectural taillé dans la pierre. Ce qui se présenta aux yeux des rares invités était le résultat d'une reconstruction impitoyable. La première version du manoir, achevée 3 ans plus tôt, avait échoué de manière retentissante. Les chambres d'amis s'étaient révélées trop exiguës pour l'ego des maîtres de maison, et le bruit des camions de livraison montant sur le gravier réveillait le patriarche au sommeil léger. C'était une catastrophe pour les perfectionnistes. Alors Junior engagea William Wells Bosworth, architecte formé à l'École des Beaux-Arts de Paris, pour transformer le cottage maladroit en temple classique. Le résultat fut la façade que nous voyons aujourd'hui, stricte, symétrique, dépourvue de frivolité.
évoquant plutôt une banque ou une bibliothèque qu'un nid douillet. C'était de la psychologie architecturale pure. L'apparence extérieure de la maison irradiait la même opacité et la même courtoisie froide qui distinguait John Davison Rockefeller lui-même. Entrer dans Kykuit signifiait entreprendre un voyage du monde du chaos vers un monde d'ordre absolu. Contrairement au palais de Newport, où chaque pouce grillait les millions dépensés, ici la richesse murmurait. Le vestibule accueillait les invités non pas avec de l'or, mais avec un marbre frais et un silence si dense que les pas s'y enfonçaient comme dans l'eau. Mais le vrai cœur de la maison, son centre émotionnel, se cachait dans la salle de musique. Ici, sous une unique fenêtre plafond, un oculus qui, le jour, laissait passer une lumière douce et diffuse, et la nuit permettait de voir les étoiles, trônait un immense orgue. Pour Rockefeller aîné, l'homme qui considérait le théâtre comme un péché et les cartes comme un vice, la musique était la seule passion permise. Quand l'organiste appuyait sur les touches, le son emplissait l'espace, vibrant dans la poitrine des auditeurs, mais grâce au mur épais, aucune note ne s'échappait au dehors. C'était une métaphore de la vie de Rockefeller. Tempête d'émotions à l'intérieur, silence absolu à l'extérieur. Cependant, le détail le plus révélateur de ce domaine était caché au regard. Ce n'étaient ni les tapisseries, ni la porcelaine chinoise de la dynastie Ming que Junior aimait tant. C'était un système d'ingénierie conçu pour résoudre le problème du bruit même qui irritait le père. Bosworth conçut et construisit d'immenses tunnels souterrains pour la livraison de charbon et de provisions. Les camions et les chariots entraient directement dans les entrailles de la colline, se déchargeaient sous terre et repartaient sans jamais émerger à la surface. Les domestiques, les provisions, le combustible, tout ce qui assurait la vie de la maison circulait par des artères invisibles. Rockefeller aîné pouvait s'asseoir sur la terrasse ouest, regardant la rivière Hudson, et aucun bruit étranger, aucune vue d'ouvrier noir ne troublait son illusion de contrôle total sur la réalité. La maison fonctionnait comme un organisme vivant, dont les entrailles étaient cachées profondément sous la peau. Chacune des 40 pièces était conçue en tenant compte d'une hiérarchie stricte. La bibliothèque aux panneaux de bois de cerisier était le lieu de la stratégie, où se prenaient des décisions changeant l'économie des États-Unis. La salle à manger était la scène des rituels familiaux, où la nourriture était servie avec la précision d'horloges suisses. Mais ce furent précisément les jardins entourant la maison qui révélaient pleinement l'intention. Bosworth créa des terrasses de style italien, ornées de statues classiques et de fontaines, y compris une copie de la fontaine florentine Océan. Chaque arbre, chaque buisson était planté de manière à encadrer les vues sur la rivière, transformant le paysage en tableau vivant. Il n'y avait pas ici de nature sauvage, seulement domptée. Ce domaine parlait le langage du pouvoir. Même l'horizon, même la rivière, même les arbres semblaient faire partie des actifs de Standard Oil. Kykuit n'était pas une maison pour des fêtes. Il n'y avait pas de salle de bal comme chez les Vanderbilt. C'était un monastère pour les hommes les plus riches de la planète, où la religion était la discipline, le silence et l'efficacité. On y vivait non pas pour jouir de la vie, mais pour la contrôler. En mars 1915, quand l'écho des travaux de construction eut à peine eu le temps de s'éteindre dans les couloirs de Kykuit, les murs de pierre se heurtèrent à un ennemi qu'aucun chèque de Standard Oil ne pouvait arrêter. Laura Spellman Rockefeller, fidèle compagne et seule personne dont l'opinion John aîné plaçait au-dessus de la sienne, quitta la vie. Cet événement mit à nu l'ironie la plus terrible de tout le projet. La grandiose maison, pour laquelle le fils s'était si âprement battu afin d'assurer aux parents une vieillesse digne, s'avéra prête
trop tard. La femme, pour le confort de laquelle Junior érigeait ses terrasses et ses jardins, n'eut que très peu de temps à passer dans le domaine achevé. Pour l'homme le plus riche de la terre, ce coup fut la preuve accablante de l'impuissance de l'or face au temps. Pendant 51 ans, Laura fut son ancre morale. Quand les journalistes dépeignaient Rockefeller en démon, elle voyait en lui un homme simple, et c'était précisément sa présence qui justifiait ses ambitions. Désormais, seul dans les 40 pièces remplies de marbre froid et de domestiques silencieux, il se confronta à un vide assourdissant. La grandeur de Kykuit, destinée à afficher le triomphe de la dynastie, se transforma soudain en décor pour un profond solitude personnelle. Ces mêmes tunnels, qui cachaient le quotidien pour le silence, n'amplifiaient plus que l'isolement spectral du maître vis-à-vis du monde vivant. Ici, le spectateur se heurte à une dissonance insoluble. Ce vieil homme, assis près de la cheminée dans une salle vide, mérite-t-il de la compassion, alors que des millions de personnes le haïssaient pour sa cruauté? La mort de Laura arracha le masque du façade impeccable du succès. Il s'avéra que derrière les murs conçus par les meilleurs architectes de l'époque se cachait une fragilité humaine ordinaire. Ce moment fut un tournant, non seulement pour le père, mais aussi pour le fils. Junior réalisa avec horreur qu'il avait construit non pas simplement un palais, mais un mausolée, magnifique, pour un homme vivant. Rockefeller aîné, ayant perdu sa seule source de chaleur, commença lentement à se transformer en ombre de lui-même. Un fantôme, errant dans les jardins parfaitement taillés. C'est précisément ici, à ce point de deuil, que commence la transformation profonde. Quand le bonheur personnel devint impossible, la seule façon de combler ce vide fut une réévaluation radicale du but de toute la richesse accumulée. Pendant que John aîné apprenait à vivre avec le silence oppressant à l'intérieur de Kykuit, le monde extérieur préparait un coup qui menaçait de détruire la dynastie plus vite que l'incendie de 1902. En avril 1914, seulement un an avant la mort de Laura, loin dans le Colorado, eut lieu le massacre de Ludlow. La grève dans les mines appartenant à la famille se termina en tragédie. Dans la fusillade et l'incendie, périrent des femmes et des enfants. L'Amérique explosa de haine. Les foules de manifestants ne se tenaient pas loin, mais défilaient sous les fenêtres des bureaux de Standard Oil, exigeant réparation. Kykuit se transformait d'un refuge serein en forteresse assiégée. Il semblait que l'histoire des Rockefeller devait se terminer par un lynchage ou un exil social complet. Mais ce fut précisément cette crise d'envergure qui força John Jr. à opérer un revirement stratégique génial. Il comprit ce que le père avait manqué. Les murs de pierre, aussi hauts soient-ils, ne protégeraient pas de la colère publique. Il ne fallait pas l'isolement, mais une ouverture radicale. Ce fut précisément dans les bureaux de Kykuit, sous les regards sévères des portraits des ancêtres, qu'une nouvelle conception fut élaborée. Transformer le nom le plus haï d'Amérique en synonyme de salut. Junior, contre les conseils des vieux directeurs, engagea Ivy Lee, pionnier des relations publiques, et commença à réécrire le scénario. Du poulpe impitoyable et du baron voleur sans pitié, Rockefeller aîné se transforma publiquement en grand-père excentrique mais bienveillant, distribuant des pièces de 10 cents brillantes aux enfants dans la rue. Mais derrière ce théâtre de relations publiques se tenait un changement interne tectonique, survenu au cœur du domaine. Le sens de l'existence de leur richesse astronomique devint non le pouvoir, mais la philanthropie totale. Kykuit cessa d'être simplement une maison pour les vacances d'été. Il devint le centre opérationnel de l'humanisme global.
Ici, derrière des portes closes, se prenaient des décisions sur la création de fondations qui vaincraient la fièvre jaune, construiraient l'université de Chicago et préserveraient les parcs nationaux. L'argent que Rockefeller considérait comme « donné par Dieu » coula de nouveau vers le monde en un flux gigantesque. C'était une transformation d'échelle biblique. Le capital accumulé par une monopolie impitoyable travaillait désormais au rachat. Les murs du domaine ne cachaient plus l'or. Ils protégeaient la stratégie qui devait justifier l'existence même des milliardaires. Le vieillard, ayant perdu sa femme, trouva un nouveau but. Vivre jusqu'à 100 ans, non pour gagner encore plus, mais pour voir la haine du monde se transformer en gratitude. John Davison Rockefeller mourut le 23 mai 1937. Il avait 97 ans. Il manqua de 3 ans seulement son objectif tant désiré de centenaire, mais à ce moment-là, les chiffres sur le calendrier n'avaient plus d'importance. L'homme que toute la nation avait autrefois haï s'en alla comme le plus grand philanthrope de l'histoire, ayant distribué plus de 500 millions de dollars, la moitié de sa fortune. Et qu'en est-il de Kaikouit? La forteresse de pierre, construite par le fils pour protéger le père du bruit et des regards du monde extérieur, accomplit son dernier et le plus paradoxal tour de force. En 1979, après la mort de son petit-fils Nelson Rockefeller, le domaine fut transmis au National Trust for Historic Preservation. Ce qui avait été créé comme une zone d'absolue et paranoïaque intimité devint un musée public. Aujourd'hui, n'importe quel touriste pour 25 $ peut arpenter les mêmes couloirs où, dans un silence total, se décidaient les destins du pétrole mondial, et jeter un œil dans les tunnels qui cachaient les domestiques. C'est ici que réside la leçon finale et assourdissante de cette histoire. Contrairement au littéraire Jay Gatsby, qui construisait un château pour une illusion et mourut dans la solitude, ou au réel Vanderbilt, dont les cottages de marbre à Newport devinrent des mausolées froids de vanité. Les Rockefeller parvinrent à transformer leurs biens immobiliers en héritage vivant. L'incendie de 1902 détruisit l'ancienne mentalité de bois, libérant la place pour quelque chose de plus solide que le simple confort. Kaikouit s'élève aujourd'hui au-dessus de l'Hudson, non pas comme un monument à une richesse incommensurable, mais comme un rappel du prix de la transformation. Cette demeure prouve que les murs peuvent protéger le corps du vent, mais que seule la signification que vous insufflez dans l'espace autour de vous protège de l'oubli. Rockefeller aîné craignait de perdre le contrôle, mais naquit l'immortalité qu'en remettant les clés, d'abord à son fils, puis à la société. Quand vous regardez cette sévère façade de pierre, vous ne voyez pas simplement la maison d'un milliardaire. Vous voyez l'incarnation physique d'une vérité éternelle. Tout ce que nous construisons seulement pour nous-mêmes meurt avec nous. Tout ce que nous construisons pour les autres acquiert le droit à l'éternité. Le feu effaça la première maison, mais il tempéra la dynastie, lui enseignant la règle principale. Pour préserver l'empire, il faut le transformer en jardin ouvert au monde.